Madame, monsieur, bien bonjour, nous voici revenus. Étions-nous partis vraiment, je ne sais pas. Tant ce que nous lançons ici mouline dans les esprits, anime les conversations et permet, je l'espère, au pays de progresser. Merci aussi aux milliers de followers sur Facebook qui nous suivent partout dans le monde et aux Guadeloupéens qui, dès que c'est qu'au club, allument. Et on m'a dit éteigne après, donc ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, écoutez, suivez, bienvenue d'être ici. Alors, directement... Tour de table pour rappeler quels sont les docteurs en Guadeloupe qui sont présents ici. D'abord, on commence par mon ami Jean Seymour, à ma droite spatiale. Jean Seymour. Allez, bonjour à tous. Bonjour à toi, Nico. Oui, mais comment je ne te vois pas sur l'écran? Ah, parfait, voilà. Alors, bonjour d'abord à toi, maître de séance, je dirais. Et bonjour à vous, chers amis du plateau. Et bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent. Parfait. Raymond Ramaille, le sage parmi nous. Bonjour, monsieur Italique, bonjour aux amis du plateau et à tous ceux qui nous regardent. Et j'espère que nous allons passer un agréable moment ensemble. Parfait. Raphaël Spionel. Alors, pour une fois, je prends un témoin. Oui. Tous les téléspectateurs de Canal 10, tous les followers et le reste du monde, pour envoyer un petit bonjour particulier à quelqu'un qui attend cet appel-là, caché derrière sa télévision dans le froid. Elle s'appelle Tempérance, elle est magnifique, je dois dire. Tempérance, un gros bisou de papy. C'est intéressant. Nous nous joignons à ce gros bisou, même si nous n'avons pas le statut privilégié de papy. Ah, mais tu veux les cadeaux, elle accepte. Ah, c'est gentil. Ok, bonjour à toi, Tempérance. Nos amitiés, tout notre cœur. Eh ben, bonjour à tout qui là. Moi, c'est avec plaisir encore avec tous les auditeurs chaque dimanche. Bonjour à tout le monde qui a écouté nous, qui bien fait tant ça nous a dit. Et force et courage pour préparer nous. Parfait. Dans la situation. Merci beaucoup. Édouard. Bonjour à toi, cher Nico. Bonjour Merci. à vous tous. Et un bonjour particulier à ma sœur cadette handicapée. Et je salue justement, elle nous regarde. Je lui fais un gros bisou et je salue toutes les personnes à mobilité réduite qui vivent des moments particuliers par moment. Merci beaucoup, Edouard. C'est une émission qui ne s'adresse pas uniquement à l'esprit, mais au cœur. Et ça, c'est ce qui fait que nous avons un ADN particulier. Merci et bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, une question, faut-il désobéir? Désobéir, si non, pourquoi? Si oui, comment? Mais avant de rentrer dans cette question-là, qui pose le problème de la démocratie du pays, et son exercice, de ses tenants, ses aboutissants, sa définition, sa contestation, j'aurais aimé oser que nous consacrions quelques instants, peut-être une quinzaine de minutes, à parler de l'élection. J'ai bien dit l'élection, et de l'élu, acteur principal de ce jeu qui, semble-t-il, se joue entre lui, le spécialiste du jeu, l'électeur client complice, et le citoyen, semble-t-il, de plus en plus aux abonnés absents. Alors, en Guadeloupe, où en est-on dans cette question-là, à l'aune des élections régionales qui vont arriver bientôt, où on n'entend pas grand monde, à part des coups de gueule, on n'entend pas de concept, pas de programme, on entend des coups de gueule, celui de Victorin Lucrel, qui met en cause le président de région, le président de région qui a réagi avec beaucoup de fermeté en disant « faut attention parce que désormais ils sont en sorte de mobilette sans frein ». Et le Mota qui nous dit « lutte, 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 lutte ». Le GECR qui dit « attention, je peux être candidat ». Tout ça, ces gesticulations ou ces prises d'intervention des élus en dehors du fond. Où en est-on selon vous? Quelle est votre perception de cela? On y va. Qui veut oser parler des élus du pays en lien avec cette démocratie de la terre de Guadeloupe? Je vais commencer. Raphaël, très bien. Ok, on y va. J'en suis sûr. Alors, ok. Juste pour lancer, je crois que le triptyque, il y en a peut-être 4. Élection, élus, citoyens, représentativité. Donc, c'est un petit peu les 4 qui constituent la base de notre vivre ensemble, de notre être ensemble, en tout cas sociopolitique et aussi socioculturel en Guadeloupe. Je pense que c'est fondamentalement, par rapport à la démocratie, un jeu de dupes et une mystification. La démocratie, c'est dans la définition la plus classique. On ne va pas chercher des trucs compliqués. C'est le pouvoir du peuple, par le peuple, etc. Donc on imagine le peuple
se gérant, d'une certaine manière, dans la proximité, dans la représentation, dans ses intérêts catégoriels, citoyens, interpersonnels et tout, et faisant son jeu démocratique à travers ça. Et historiquement, ça existait. À partir du moment où on va arriver à une démocratie représentative, il y a donc un étage entre le peuple et la représentation. Et on va rentrer dans une analyse de système politique, dans lequel la représentation elle-même et le système aura ses propres intérêts. Et donc, ce qui fait que, je vais aller rapidement, en définitive aujourd'hui, les critiques très avancées sur la démocratie vont parler maintenant d'aristocratie élective. Parce qu'en fait, ceux qui nous représentent, quand on prend les différentes couches de représentativité, l'élu local du canton, l'élu un petit peu plus haut du département, de la région, du Parlement, etc., on s'aperçoit que c'est un système d'écrémage. Et plus on arrive en haut, moins il y a de peuples, moins il y a de pauvres, et les classes sociales se représentent ou se reproduisent à travers des intérêts convergents de catégories de classes qui n'ont plus rien à voir avec l'idée de démocratie initiale. Donc, c'est pour ça que je parle de jeu de dupes ou de démystification. Oui. On peut regarder maintenant qui c'est qui nous représente, ici comme ailleurs, hein, et donc on se dit où est le peuple là-dedans. Si on considère qu'au départ, la démocratie, c'est démos, le peuple, et cratie, le pouvoir. Bon cadrage. Peut-être une déclinaison plus locale, peut-être Jean? Que dois-je dire? Après Raphaël, c'est pas évident. Non, le cadre est posé. Le cadre est posé. C'est très bien. Moi, je crois que la démocratie, ce n'est pas un jeu de dupes. Je ne pense pas. Je pense que ce n'est pas un jeu de dupes. Peut-être qu'il y a un glissement de la démocratie vers un état de dupe, c'est ça, il a été dit, mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, regardons le président de la République. Il représente tout le monde, il représente l'État. En France, il représente la France. Il est élu démocratiquement, par suffrage universel. Ce sont les individus, tous confondus, qui choisissent leur président. Les autres corps, à savoir que ce soit l'Assemblée nationale, nous avons aussi le Parlement, les députés, suffrage universel direct, et les sénateurs, suffrage universel direct. Il y a là l'expression même individuelle, dans les deux premiers cas, suffrage universel direct, même indirect, hein, parce qu'ils sont élus par les grands électeurs, les sénateurs. On voit que derrière ça, il y a le peuple, il y a la société civile, il y a chacun qui donne son avis. Alors, quand ce soit qu'il y a des déviances, on peut toujours en discuter, mais nous regardons nous voyons très bien que, n'est-ce pas, on retrouve le peuple dans ce choix. Et l'État a un rôle essentiel dans ça. L'État, avec tous les corps constitués, et également tous les grands corps qui encadrent l'État, qu'on en parle, le Conseil d'État, la Cour régionale, la Cour des comptes, et également l'inspection générale des finances, tout cela encadre le fonctionnement de l'État. Donc on ne peut pas dire, à mon sens, qu'il y ait là quelque chose d'élémentaire. Non, l'État, c'est quelque chose de sérieux. L'élu, la fonction de l'élu, c'est une fonction qui doit être normalement une fonction, je dis, sérieuse. S'il y a des déviances, on peut tout à fait... Je retiens que tu as dit normalement. Ça me plaît, c'est intéressant. Vraiment. Oui, alors, il n'y a pas de démocratie sans élus. Donc, maintenant, dans certains pays, on voit qu'il y a une forme de démocratie déguisée, et où il y a des élus, par exemple, pour citer le président de la République, par exemple, dans certains pays, qui est élu avec 97% des voix ou 80% des voix. On voit bien que c'est quelque chose de déguisé. Donc, cette démocratie-là, cette démocratie déguisée, moi, je mets ça à part. Pour moi, c'est encore de la dictature, c'est pas de la démocratie. Maintenant, quand on rentre dans la démocratie telle que nous vivons en France, en Guadeloupe, concernant les élus, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose au niveau de cette démocratie. Et comme Raphaël disait, concernant les élus, plus on monte dans la pyramide pour arriver vers le sommet, plus on a l'impression que le peuple est oublié. Et donc, prenons le cas de Méo, pour rester un petit peu plus terre-à-terre, et l'élu le plus chouchouté de France, le maire. Alors, il y a des bons maires, heureusement. Il y a peut-être une écrasante majorité d'élus faisant fonction de maires qui sont des maires intéressants, des maires qui aiment leur ville et leur population.
Mais j'ai l'impression que et c'est valable pour les autres élus aussi, hein, dans les responsabilités, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on sent que l'élu, il arrive, il a un mandat, il fait son mandat, et ensuite il part. Même si on laisse des ardoises, comme à Pointe-à-Pitre par exemple, et dans bien d'autres communes, mais le maire n'est nullement, poursuivi. Et c'est là que je dis qu'il manque quelque chose de la responsabilité peut-être. De la responsabilité. Ou du contrôle par eux. Et le contrôle. Mais le contrôle existe. Oui. L'État existe. On a la Cour des comptes, on a un certain nombre de La Chambre régionale des comptes, oui. Mais j'ai l'impression aussi que l'État ne fait pas toujours son travail comme il faut. Parce qu'on ne peut pas comprendre, pour prendre le cas de Pointe-à-Pitre. Oui. Ça tombe sur Pointe-à-Pitre, parce que c'est Pointe-à-Pitre, je n'ai rien contre Pointe-à-Pitre. Il y a plein d'autres communes dans le rouge écarlate même. Hein? Et donc, je ne peux pas comprendre qu'on puisse laisser aller la situation financière budgétaire de la commune, alors qu'il y a des voyants, il y a des contrôles, sans alerter et sans prendre les mesures qu'il faut pour que l'élu aussi puisse avoir une certaine responsabilité et, qu'on peut lui demander des comptes. Parce que si c'est le chef d'entreprise, on va lui demander des comptes. Si c'est le citoyen lambda, il n'a pas payé des impôts, que sais-je, on va lui demander des comptes. Il faut qu'il y ait, de cette démocratie-là, qui me paraît incomplet, de trouver un garde-fou pour que l'élu puisse aussi donner des comptes. Et si l'élu a fait des fautes de gestion, qu'il puisse être responsable, comme de cette, et je terminerai là, comme dans l'administration, par exemple à la douane. Il y a le chef de la douane qui, et si ça, il y a un nom bien précis, hein, a fait son bureau est déficitaire, mais c'est lui qui rembourse. Intéressant, cette interpellation de responsabilité. René. Oui, de toute façon, si on regarde notre pays, son histoire et autres, il y a eu des moments où les élections, et même avant les élections, c'était la période de grands débats. Il y a eu pas mal de débats sociétaux qui se faisaient à l'époque, Roi Neuf, etc., etc. Il y avait des programmes, il y avait une vision sociétale. Bon, même si tous étaient d'accord à un moment donné pour la départementalisation, mais il y avait une vision sociétale. Bon. À l'heure actuelle, on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'on est dans cette même situation où il y a véritablement une pensée politique, une vision sociétale, et que ce sont des visions qui s'affrontent, etc. On a plutôt l'impression, enfin, en particulier ce qui risque de se passer là, que j'entends depuis 2 ou 3 jours là, qu'il y a plutôt des intérêts de groupes, d'organisations, de partis qui prédominent, et de personnes qui prédominent sur l'intérêt général du pays, même dans le débat. Okay. Et c'est ce qui me paraît un peu embêtant, un peu grave, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore de véritable projet. Or, nous sommes dans une situation assez grave quand même dans notre pays, hein, où on nous dit que la misère augmente, ça nous pouvons le constater, les différents montrent que la misère augmente. Nous sommes dans un pays qui connaît un certain nombre de graves problèmes, où il y a une production qui est pratiquement anéantie à ce niveau-là. Et nous sommes dans un pays de consommation où on a un système où il y a une dépendance sociale très forte vis-à-vis des minimaux sociaux, etc., etc., et un chômage extrêmement important. Donc il y a des problèmes de fond, il y a des problèmes sociétaux extrêmement importants à avancer, à débattre. Et là-dessus, il faut qu'il y ait véritablement débat, échange, et qu'il faut qu'il y ait unité pour qu'on puisse arriver à un développement de ce pays-là. Donc, il y a un problème de responsabilité diluée à l'heure actuelle au niveau des responsables. On a plutôt, à un moment donné, on a beaucoup utilisé le système de clientélisme, et c'est vrai que c'était lié aussi à la situation économique. Ensuite, il y a le système d'irresponsabilité. Pourquoi? Parce que l'État couvrait. Donc on pouvait faire n'importe quoi, etc. L'État couvrait. L'État a son rôle aussi. Bien sûr. Pourquoi pas? Pour des intérêts politiques, etc. Actuellement, quand on parle d'être élu, il faut parler d'abord de responsabilité vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis de son pays, et c'est ce qui doit prédominer, et il faut parler d'intérêt général du pays et de développement. Alors, Edouard, excuse-moi, je vais te demander, après la publicité, de faire la synthèse de ça et de continuer. Je t'en prie. Publicité, télévision.
comme disait quelqu'un, nous voici revenus. Alors, après ce tour de table, il manquait Édouard Tollet pour essayer de ramasser ce qui a été dit et puis pour lancer la suite sur la question de la démocratie, sa réalité, le côté système, le côté participatif et un clin d'œil sur le pays quand même. Oui. Alors, c'est vrai que je m'interpellais, c'est de très bons sujets, mon cher Nico, parce qu'il nous rappelle une existence locale qui est celle de l'offre politique. On ne peut pas concevoir la démocratie, qui a été excellemment expliquée par Raphaël, si on ne la conçoit pas à travers, bien évidemment, celle qui est la représentation. Puisque vous parliez d'élection. Oui. Bien évidemment. L'élection, c'est celle qui appelle que nous puissions donner mandat à une personne, un citoyen, un homme, un Guadeloupéen, une Guadeloupéenne, qui puisse nous représenter dans les sphères de la société, en tout cas dans les sphères du pouvoir. Ce qui m'inquiète, c'est justement cette offre politique-là. Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Qui fait que, dans les problématiques, par exemple, de la chlordécone, vous avez quand même une situation assez particulière, où on risque d'aller vers quasiment un non-lieu dans cette affaire. Vous avez les problématiques de l'eau, qui sont interpellatives, puisque ce sont des sujets de société, de grands sujets de société. Et vous avez, quelque part, une atonie de la classe politique sur ces grandes problématiques-là. Rappelez-vous que ces dossiers ont été lancés non pas par des élus, mais par la société civile, par des personnes, des citoyens. Alors que, justement, que l'élu, l'offre politique pour laquelle nous avons choisi, nous avons désigné, que nous avons demandé de nous représenter, elle a été aphasique. Et ça, c'est inquiétant. Alors, j'ai le souvenir d'Aristote qui disait que l'homme est un animal politique. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là, l'homme est un animal politique? Lui, il disait que l'homme est un animal politique parce qu'il estimait que l'homme ne pouvait se concevoir seul. Il devait le faire dans une société organisée. Hobbes, lui, parlait d'état de droit, etc. Et dans une société organisée, il parlait de structure. Et il appelait de ses voeux l'État. L'État est une réalité politique. C'est une forme d'exercice du pouvoir. Et moi, je suis inquiet dans cette offre politique, à l'occasion des élections prochaines, où lorsque je donne mandat à un Guadeloupéen, une Guadeloupéenne pour me représenter, pour discuter de l'intérêt de la Guadeloupe, l'eau, la problématique de la chlordécone et bien d'autres, l'économie de mon île, que l'État s'immisce dans nos affaires. Je veux bien. Mais comment l'État arrive à presque à la limite même piloter mon élu en lui disant voilà ce que tu dois dire, en dépit de mon intérêt. Et c'est ce qui m'inquiète. Que devient l'élu, le citoyen guadeloupéen élu actuellement, eu égard au mandat que je lui ai donné? Les problématiques de l'eau, les problématiques de la chlordécone, ma situation socio-économique, ma situation archipélagique, mes droits moi-même. Très bien. Est-ce que ça, Edouard, est-ce que ça renvoie pas à ce que dit Raphaël? C'est un système d'une aristocratie qui, une fois qu'elle est arrivée au sommet, s'occupe plus de personne, si ce n'est ses intérêts de classe à préserver et alimenter. Vous savez, c'est Spinoza qui disait que finalement, oui, il est tout à fait d'accord pour que nous puissions être dans une réalité représentative. Mais il reste à l'homme, quelque part, sa culture de conscience. Et moi, j'ai l'impression que le système annihile et abolit la conscience de certains de nos élus arrivés au pouvoir. D'accord. Très bien. En tout cas, c'est bien lancé. Merci, Edouard. Mais vraiment, merci. Alors, donc, nous voici maintenant dans notre grande question. Edouard a lancé ça en disant, dans un pays où il est question des sargasses qui sont revenus, oui. Il est question de la molécule qui continue à sévir, de l'air qui est toxique, de l'eau et des robinets qui sont seuls, où il est question de tant de soucis au niveau sociétal. Que faire ? Est-ce qu'il faut désobéir? Alors, c'est clair, je rassure la police. Nous ne sommes pas ici pour encourager ceux qui brûlent les tourelles. Nous ne sommes pas ici pour dire que l'Ukrainette avait raison et que nous sommes nostalgiques. Nous ne sommes pas ici pour dire que lorsque Delgrès se fait sauter à Matouba, il appelle d'autres disciples. Nous ne sommes pas ici non plus pour dire que lorsque Achille Roy-le-Boisneuf pose une bombe à Dampierre, ça nous ferait du bien. Nous ne sommes pas ici pour dire cela. Peut-être que nous n'en pensons pas moins, mais il n'y a pas de délit d'opinion ni d'intention. Alors,
que faut-il faire? Faut-il désobéir face à la situation de ce pays? Alors, qui veut oser répondre à cette question enregistrée de très près par la police, m'a-t-on dit? Oui, c'est sûr et certain, c'est tout à fait enregistré. Alors, non, c'est vrai. Comment on pose dans ce champ-là les modes de contestation, les modes de résistance? Alors, est-ce qu'il faut renoncer, trouver son propre jeu, ses propres intérêts? Est-ce qu'il faut s'enfermer dans une docilité et en finir? Individualiser la question pour dire le collectif, on y renonce? Ça, ce sont de vraies questions dans le monde dans lequel nous sommes. Comment on attaque ça, en fait? Ouais. Alors, déjà pour commencer, pour poursuivre un petit peu ce que disait Édouard, oui. Il y a dans la démocratie représentative dans laquelle on est, parce que la réponse à votre question, c'est la politique. Hein. D'accord. On est d'accord. C'est clair, c'est par définition. Oui, okay. Donc on va revenir à cette notion de politique en tant qu'organisation des pouvoirs. Mais qui détient le pouvoir? Le système représentatif donne une légitimité électoraliste qui est actuellement, mon cher Jean, pour le président, tourne autour de 30%. Et c'est lui qui dirige 100% des gens. Oui, il a été très mal élu. Ben, bien sûr. Donc, il n'empêche qu'il est légitime. Dans le système, maintenant dans le système démocratique, si c'est le peuple qui définit, ben le peuple, entre-temps, il est complètement noyé par l'abstention, la corruption, le vote blanc, le populisme, et donc il n'existe pas, il n'est pas là. Donc, et je reprends ce que je disais, n'en déplaise à mon cher ami Jean, le processus lui-même est un processus de dépossession du pouvoir à celui qui l'a au départ. Et pourquoi il l'a au départ? Parce que c'est lui qui vit les situations. Et donc, c'est lui qui est crédible. Et donc, on va avoir une opposition entre la légitimité représentative dans un système donné de l'élu et la crédibilité de celui qui est dans le vécu et qui subit tout ce qu'Édouard a dit, la réalité. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire là-dedans? Bon, on va pas. Alors, c'est le principe même de la révolution, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Il doit reprendre le pouvoir, ce qui lui appartient. Sauf que, entre-temps, le système s'est construit en état de droit qui n'a rien à voir avec la démocratie, parce que directement, oui. Et que cet état de droit couvre complètement la légitimité de celui qui est représentatif. Donc, c'est le double lien, c'est le deuxième coup de lien qu'on donne au peuple. D'un côté, il est dépossédé du pouvoir, d'autre côté, il est dépossédé du droit, y compris de réclamer autrement que comme c'est canalisé. Il y a un canal historique hystérique. Hein. Oui. Mais c'est pas grave, c'est pas là, tout le monde l'a compris. Donc c'est très très difficile de répondre directement à votre question en termes de rébellion, révolution. Oui, on trouve tout ça. Hein. En fait, qu'est-ce qui se passe? Un marronnage insolite. Le peuple, au niveau individuel, en Guadeloupe, on revient à la Guadeloupe. On revient à la Guadeloupe. Une économie informelle, une économie marronne, des systèmes de copinage de copains, des systèmes de codépendance. Nous capotons manœuvre pour que le peuple, dans sa modestie, puisse arriver à s'en sortir. Bon, ça peut apparaître une réponse au système, mais ce n'est pas une réponse politique. Hein? Et parce que la réponse politique, je reviens un petit peu à ce que disait Édouard, elle passe nécessairement, à mon avis, par une conscientisation, par un projet et par des engagements objectifs autour desquels les gens peuvent retrouver une projection dans le temps. D'accord. Juste une chose pour Édouard, oui, rapidement, tu dis, oui. Excellemment. Je considère, quand on est observateur, qu'il y a depuis une trentaine d'années une rupture de la dualité État et démocratie. Oui, absolument. Hein? Quand on regarde les sociétés, bien sûr, la démocratie est en recul. Dans les démocraties les plus anciennes, dans les démocraties récentes, il y a de moins en moins d'éléments constitutifs de la démocratie. En France, c'est simple, hein? La crise des Gilets jaunes est un véritable baromètre de la crise démocratique. Je rappelle que depuis une trentaine d'années, l'État, qui s'identifie comme caractère exclusif de la pensée des politiques publiques, à la limite même pense les politiques publiques de manière autonome, seul. On évite de plus en plus la discussion, la concertation, la participation, l'échange, le référendum, la société civile à participer dans le débat public. L'État devient carrément omnipotent dans sa façon de penser. Et donc, pour le citoyen moyen, il se sent un peu mis à l'écart et mis à côté. Un exemple très simple, dans la problématique des masques, moi je salue, et je comprends le combat des mères de famille et des personnes qui défendent justement le non-port du masque pour nos enfants. Et je rappelle que la Guadeloupe n'est pas seule. À Toulouse, des personnes s'élèvent
contre le port du masque de nos enfants. Mais là encore, les élus sont dans un atermoiement. L'État impose un fonctionnement sans pour autant être dans la concertation, sans pour autant discuter, sans pour autant échanger. Donc cette façon de prendre les politiques publiques à revers, en disant que je suis l'État et que j'ai ce pouvoir justement d'organiser et de régenter là-dessus, met à mal nos libertés. Dans votre problématique, mon cher Nico, il faudra aller plus loin. Non seulement l'élection est un fait et essentiel, mais la façon dont la démocratie est pensée par l'État actuellement met à mal nos libertés publiques. Les libertés publiques sont condamnées. Et donc, pour répondre à votre question, je crois que, et c'est le marquis de Lafayette qui disait ça, dans une situation comme celle-ci, l'insurrection est le plus sage des devoirs. C'est dit avec une douceur absolument intéressante. On ne peut pas que marronner. Bien sûr. On ne peut que dire non. Regardez la naissance de groupuscules, Monde Guadeloupe et bien d'autres. Tout cela, les mouvements populistes, bien sûr. Les mouvements d'extrême droite qui naissent dans le monde, ça c'est le signe même d'une démocratie qui va mal. On est d'accord. Dessus. L'élu n'a plus la légitimité qu'on attendait de lui, et donc il laisse la place à des groupuscules anarchiques, décentralisés, désorganisés, et quelque part organisés dans une logique d'intérêt général. Ce qui est dangereux. Raphaël, tu dis Juste un mot pour prolonger. Je rappelle que le nazisme et l'extrême droite sont arrivés démocratiquement au pouvoir par le jeu de la représentativité. Absolument. C'est probablement ce qui va se passer maintenant. Enfin, je n'ai pas le débat maintenant, c'est Marine Le Pen par rapport à... Elle, si elle arrive au pouvoir, elle arrivera par la représentativité. Donc, ça renchérit s'il le faut ce que disait Édouard. Il y a quelque chose de vicieux et de vicié entre démocratie et État, parce qu'il permet l'assomption de systèmes complètement antidémocratiques démocratiquement. Oui, moi, débité. C'est-à-dire que, tu as parlé au départ vous parlez de désobéir. Le problème, c'est oser penser et agir. Moi, à un moment, plus important à combat que nous menons, toujours qu'à dire oser penser et agir en Guadeloupe. C'est-à-dire, partir dans la réalité et trouver des solutions à partir des réalités là, ça, sans tenir compte des contraintes. Les contraintes, on peut faire sauter. Et pour moi, c'est ça qui désobéit. En fin de compte, c'est mener à transformer les contraintes et pas respecter. Si nous étions simplement les contraintes, à l'époque, on a parlé, par exemple, au niveau enseignant, ou pas de parler de créole à l'école, ou pas de parler d'histoire à la Guadeloupe, ou pas de parler de toutes ces bêtises. C'est bien parce qu'elle nous osait poser ces problèmes-là, ça, à culture, à pays, nous à l'école là, à l'information à jeunes Guadeloupéens, etc., qu'on ne parle de ces bêtises. À prendre d'autres exemples, nous partons parler de 1000 points pour les originaires au niveau de l'éducation, pour les professeurs de lycée et tout ça. C'est le combat qui menait contre l'expatriation des enseignants. C'est-à-dire que pour qu'ils aient trouvé d'autres systèmes pour permettre aux gens qui forment ici de rester travailler en pays. Donc, si vous voulez, c'est une forme de désobéissance où tu mené un combat avec 36 personnes qui étaient refusés de participer. Mais on obtient non seulement qu'ils ont été, mais que dorénavant, ils ont baillé 1000 points aux originaires. Ils sont en train de modifier ça, etc. Donc, désobéir sont en forme, résister contre ça qu'on a senti. Donc, en réalité, si vous voulez, moi, Einstein a dit que ce qui m'inquiète le plus, ce ne sont pas les dictatures qui arrivent à se mettre en place, mais c'est la grosse masse indifférente qui regarde faire et qui nous dit oui. Et tout à fait d'accord, il l'habiter à ça. C'est-à-dire qu'il faut oser penser, oser réfléchir et oser agir. Et ça, c'est ça qui peut-être qu'a manqué à ces politiques. C'est là qui était, quand on parlait même le Parti communiste à l'époque, avec Rosan Girard, etc. Ils ont osé agir et parfois même mettre propre vie à eux ou bien à eux en danger. Ils ont aussi mettre tout ça. Là, on est des élus où on a l'impression que il y a des contraintes. Dans la société là, où il y a un certain nombre de mouvements, etc., qui ont montré que ni des contraintes, donc ni nécessité à ce que nous arrivions à dépasser ces contraintes-là et à obtenir d'autres libertés, pouvoirs de décision, etc. Mais vous vous rendez compte qu'à la gestion à eux et tout ces bêtises, il y a encore
qui a subi les contraintes. En cas prend au niveau communal, ça a passé au niveau communal et tout ça. Ben, ni des contraintes qui a fait que les communes, ils ont trouvé dans une situation où les ressources financières dépendent presque exclusivement de l'impôt ou alors ou certaines taxes, etc., ou subventions et dotations, mais ils n'ont pas ni la liberté, ils ont même de participer et de mettre l'environnement nécessaire et participer à la création de richesses qui pour permettre et ils ont un certain nombre de problèmes où, dans les revendications, là où il y a des revendications qui sont des revendications, même si on peut penser qu'il y a assimilationnisme, mais qui faut avoir les mêmes droits qu'en France et tout ça, ils sont incapables de répondre. D'autant plus qu'il y a d'autres contraintes supplémentaires, 40%, etc., qui permettent nous n'y a pensé un système qui permet nous justement sortir des contraintes et ni un véritable développement et en responsabilité. Et c'est absence, si vous voulez, de ça qu'on parle à niveau à l'ONU, même bien là. C'est-à-dire que ni effectivement, tout ton politique d'irresponsabilité pendant des années et des années qui continue à cette situation-là, que nous y est là. D'accord, parfait. Vraiment. Oui, alors, concernant toujours est-ce qu'on doit désobéir? Exactement. Moi, je suis peut-être un peu plus sage en disant qu'il faut qu'il y ait un commandant. Et quand il n'y a pas de commandant, c'est l'anarchie, ça part dans tous les sens. Il faut qu'il y ait un commandant. Que ce soit au niveau communal, que ce soit au niveau du pays, que ce soit le pays pour le pays de la France. Pour le moment, nous sommes gérés par la France. Donc, il faut un commandant. Aujourd'hui, c'est Macron. Demain, ce sera un autre. Dans une famille, si dans une famille, monsieur et madame ne s'organisent pas pour qu'il y ait un pilote, peut-être de tel créneau, c'est monsieur qui décide en concertation avec madame, et de tel autre créneau, c'est madame qui décide en concertation avec monsieur. Mais il y a un commandant. À partir du moment qu'il n'y a pas de commandant, ça ne va pas marcher. Dans le sport, on voit par exemple pour l'exemple du foot. Il y a 30 000 spectateurs dans le stade et on voit qu'il y a un pénalty qui n'a pas été sifflé. Et bien l'arbitre a décidé qu'il n'y a pas de pénalty, et bien il n'y a pas de pénalty, et le jeu continue. Il faut un responsable, il faut quelqu'un qui pilote. Peut-être que l'arbitre a fait une erreur. Mais c'est comme ça, il faut un pilote. Et bien à ce moment, il n'a pas vu, ou alors il a fait semblant de ne pas voir, mais c'est lui qui décide. De ce point de vue-là, je pense que dans une société organisée, il faut qu'il y ait ce système. Maintenant, il ne s'agit pas non plus. Tout le monde doit penser, comme disait notre ami Bouchon. Tout le monde pense. Moi, vous, tout le monde pense. Mais il faut agir aussi. Mais souvent, on pense qu'on est meilleur que l'autre. Et là, on va dans les difficultés. Il y a une démocratie, il y a quelque chose de... Heureusement, nous sommes en démocratie. Et là, la dictature, c'est quelque chose... Peut-être que la démocratie mérite d'être revue, de corriger, certainement. Mais il faut qu'il y ait cette situation qui permet de lancer le débat et de poursuivre. Et quand on voit que dans certaines situations, il y en a parfois qui font beaucoup de tapage et qui croient que nous avons raison. Et on met en péril tous les autres. Alors, je prends un exemple. On a eu les blocages par les chefs d'entreprise et on a eu dernièrement les blocages de cette semaine avec l'organisation syndicale que vous connaissez tous. Mais c'est vrai qu'il y a des revendications. C'est vrai c'est certainement légitime. C'est certainement bien étudié. Mais on ne peut pas croire qu'on a toujours... On a plus raison que d'autres et qu'on peut embarquer une minorité peut embarquer une majorité. Et c'est là les limites de la démocratie pour comprendre à quel moment on doit s'arrêter s'agissant de ces manifestations. Et donc, partant de ce principe, à partir du moment où on a la possibilité de se rendre compte que je peux me tromper, ou alors je ne peux pas faire n'importe quoi pour ne pas mettre en péril peut-être des parents qui vont déposer leurs enfants. Je ne parle pas dans le cas de blocage. Je suis contre les blocages.
il y a d'autres systèmes. Quand je suis dans un, par exemple, pour prendre le cas de la semaine, il faut plus prendre les autres aussi, on m'empêche de faire quelque chose, là, on a atteint ma liberté et la démocratie est attaquée. C'est valable pour tout ce qui est toute forme de blocage. Je prends le cas des masques. Je voulais dire aussi un petit mot sur les masques. Je ne serais pas d'accord avec notre ami Edouard, mais c'est là la richesse de Eco-Club. Et s'agissant des masques, moi, quand je regarde la Guadeloupe, sur 2 ans de classe, nous avons pratiquement perdu une année. L'année est perdue par des Guadeloupéens qui bloquent les écoles, les maires. Je ne sais pas s'ils ont raison, s'ils ont tort, les maires. Les maires ont mis des établissements à disposition. Gauche, droite, centre, les mairies, les maires ont mis les écoles à disposition. Les écoles sont fermées, ça fait déjà plus de mois. Les petits Guadeloupéens ne vont pas à l'école par rapport à d'autres Guadeloupéens. Ça, c'est inadmissible. Par contre, dans les écoles privées, les enfants sont à l'école. Et qu'est-ce qu'on trouve dans les écoles privées? Et demain, il ne faut pas que les Guadeloupéens disent que nous avons pris du retard. De la part de qui? Ça, c'est inadmissible. On fait grève. Je suis d'accord, droit de grève. OK, mais on ne peut pas bloquer les autres. On ne peut pas bloquer les parents qui vont gagner leur vie. On ne peut pas bloquer quelqu'un qui va dialyser ou qui va prendre l'avion. Heureusement qu'il n'y a pas d'avion à ce moment. Mais c'est inadmissible. Et je ne peux pas tolérer ça. Et ça met la Guadeloupe en retard. Il y a d'autres formes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire grève. Il y a d'autres formes. Maintenant, quand on impose, on enchaîne les portes, on met de la colle, on détruit le matériel avec de l'huile de vidange, qui est-ce qui paye? Et ça, ce n'est plus la démocratie. Ça, c'est de la dictature. Et je m'arrête là pour l'instant. Voici une opinion musclée. Alors Jean, excuse-moi. Mais est-ce qu'on n'est pas dans un pays aussi où on dit qu'il faut un grand désordre pour mettre en l'ordre? On le dit souvent. Grand désordre, mais il faut donner toute la mesure de ce grand désordre. Bien sûr. Bien maîtriser les choses. D'accord, ok. Et à la question, est-ce qu'on a le droit de désobéir? Désobéir, oui. C'est difficile de répondre, mais en fait, je vais devoir dire que désobéir pour aller vers quoi? On peut désobéir, mais dans la désobéissance, avoir la maîtrise des choses, des lendemains. Vous savez, l'État démocratique, le régime démocratique, c'est l'excellence, on le sait. Mais la démocratie, si vous voulez, dans son existence, son fonctionnement, elle est soumise à 2 forces, à mon sens. Des forces centrifuges, c'est-à-dire qui nous tirent vers les extrêmes, l'autoritarisme, le totalitarisme, et la démocratie est aussi soumise à des forces centripèdes, c'est-à-dire qui nous tirent, qui demandent plus de renforcement de la démocratie. C'est ça. Il faut faire très attention. La démocratie est là, mais on voit même actuellement, si vous regardez, pour nous le cacher de la France même, nous voyons qu'il y a des actions de revendication, il y a les extrêmes qui bougent et qui ont tendance à tirer le fonctionnement de l'État, qui ont tendance à tirer la démocratie vers je dis, les extrêmes, je dis totalitarisme, autoritarisme. Autoritarisme, c'est-à-dire tout simplement on va museler l'opposition. Je ne vais pas parler. Et le totalitarisme, c'est la confiscation des pouvoirs. La police est au service de camps, voyez-vous. Donc il ne faut pas qu'on arrive à cela. Il faut recentrer la démocratie. Donc il faut que les forces centripèdes qui tirent vers le centre puissent l'emporter sur les forces centrifuges. C'est même si on rencontre en voiture, où il va dans un virage, où virer fort, pour que des rapides. Ces forces centrifuges-là, qui vont vers l'extérieur. Et voilà, c'est de ramener au centre pour rester dans la légalité. Okay. Alors, quand on regarde rapidement, je termine là-dessus, les masques. Le problème des masques. Le problème des masques, c'est un problème, je pense qu'il faut bien voir la réalité. Vous savez, ça a été décidé, le problème des masques, ça a été... Bon, il y a une manifestation ici, peut-être sans doute dans d'autres régions de France. Mais il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui sont pour. C'est cela. Alors, à 7000 km, quand on regarde le microcosme là qui se manifeste, mais il faut voir aussi à l'extérieur la tendance, parce que nous avons là des décisions, il s'agit d'un décret qui a été pris et qui s'applique à l'ensemble du territoire. Malheureusement, c'est un décret. Et puis, il y a, dont ne perdons pas dans ce régime démocratique, cet État, il y a, on a dit, des corps, les grands corps de l'État, en particulier le Conseil d'État,
qui conseille l'État au niveau juridique et aussi qui juge. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, vous allez saisir le Conseil d'État qui va juger les rapports entre donc, l'administration et les administrés. Donc il y a des instances qui sont là. Seulement, il ne faudrait pas que nous focalisions les problèmes qui sont les réalités, les décisions qui sont prises à un niveau macro, à un niveau global, au niveau de la France, et nous regarder pour dire que nous allons pouvoir changer les choses. Est-ce que les recours formels face à un système formel sont suffisants pour l'interpeller? Voilà la question, Jean, c'est ça. Alors là, il y a un réel problème. Oui. Eh bien, nous sommes là, à mon sens, dans la construction d'un nouveau régime, d'un nouveau système. Si ce qui existe ne peut pas, je dirais, positionner, maintenir une certaine stabilité, aller vers l'excellence, eh bien, il faut trouver les voies et moyens pour aller vers l'excellence. Mais les voies et moyens, il faut les choisir dans la démocratie. Pas dans le totalitarisme, pas dans l'autoritarisme. Vas-y. Attends, juste un mot, je reviens après. Jean, c'est la démocratie qui est en crise. C'est pas le système. Je reprends tout après. Vas-y, Edouard. Oui, ce que je souligne, ce qui vient d'être dit, dans tout ce que nous avons partagé, et pour arriver à votre questionnement sur l'élection, sur la façon dont nous pensons la Guadeloupe, au nom de l'intérêt général, au nom d'intérêts particuliers de ce territoire-là, au nom des vraies problématiques qui reviennent, qui sont résurgentes et qui ne sont pas réglées. Ce territoire fait partie de la France, soit ce territoire a des particularités, des spécificités, et ce territoire doit être entendu. Sauf que il y a une dissonance entre la manière dont il est administré et ce que nous, Guadeloupéens, nous attendons de nos élus. Et moi, je pense, cher Nico, qu'il faut que cette Guadeloupe évolue. Il faut qu'il y ait des acteurs majeurs, des personnes responsables, davantage responsables. Mais allons plus loin dans le mot responsabilité. J'ai noté à un moment donné dans ma mémoire, vous savez, ce que Hobbes indiquait dans les raisons pour lesquelles il estimait que l'État était nécessaire. Parce que lui opposait l'état de nature à l'état de droit. En disant que l'état de nature, non, c'est pas bon pour l'homme, ça. Parce que l'homme est un loup pour l'homme. Parce que l'homme a des défauts, il a des vices. Et je les ai notés. Rivalité, méfiance et fierté. Et moi, quand rajouter yon, lâcheté. Parce que lui dit, mais l'homme a tout ça, mais l'homme ne peut pas exister dans un état de nature. Il faut un instrument de gouvernance qui est l'État pour organiser tout ça. Et moi, quand je vois la façon dont les politiques publiques sont construites en Guadeloupe, souvent l'État est appelé au secours de nos décideurs publics. Dans les problématiques que nous avons, même de l'eau, du SMO, faut l'État te prend la main à travers le ministre, à travers une loi, pour dire qui j'en va fonctionner. C'est particulier, alors que les élus guadeloupéens avaient déjà trouvé un modus vivendi, une capacité de s'entendre. On squeeze tout ça, on montre que quelque part que non, vous ne savez pas faire. Souvent, et j'en veux pour preuve, à l'époque, concernant justement la loi Sapin, une loi qui s'est appliquée ici concernant la corruption dans les marchés publics. Une loi contre la corruption des marchés publics. Rappelez-vous des guerres intestines avec les transporteurs terrestres de voyageurs qui n'étaient pas pour l'application de cette loi. Un émissaire du gouvernement était arrivé en Guadeloupe pour dire que cette loi est inapplicable en Guadeloupe. Une loi qui tendait tout simplement à mettre de la transparence sur les marchés publics. Il n'est pas applicable en Guadeloupe. Il y a 2 poids, 2 mesures. Moi, je dénonce ceux qui confondent démocratie représentative et démagogie active. Je dénonce ça. Donc la démagogie active, c'est ceux qui vous disent oui, votez pour moi parce que vous vous inquiétez pas, vous aurez ce que vous attendez. Bien sûr. Et le vrai mandat représentatif qui appelle à ces élus-là un effort de responsabilité, de conscience pour l'intérêt général. Et puis je terminerai en disant une seule chose. Je crois qu'il faut arrêter, si je résume un peu ce qui a été dit, avec l'identité législative. Nous besoin, si bien déroger. Nous toujours casse-code, nous toujours camaronnés, allons être majeurs, allons passer vers une nouvelle évolution. Ce que vous appelez de vos voeux, ce que vous dites là, monsieur Italique, ce sera la même chose si la Guadeloupe était indépendante. On va se retrouver dans les mêmes problématiques d'une indépendance. Mais maintenant, je crois que quelque part, le cadre pour Guadeloupe n'est pas l'indépendance.
Nous, d'accord. Mais nous sommes au moins de mon taille, moi, nous sommes 2. Bon, mais d'accord, très bien. Il y a quelques-uns. Mais vous n'êtes pas marginaux. Vous n'êtes pas marginaux. Vous n'êtes pas marginaux. Je peux avoir quelques idées. Je peux avoir quelques idées indépendantistes là-dessus. Sauf que quelque part, je rappelle juste une chose, c'est que je crois que la Guadeloupe devrait évoluer statutairement parlant et institutionnellement parlant. Ok, bonne question. Non, ça on te le dit. C'est que on peut pas, la désobéissance sont lois naturelles. Absolument. Oui. En niveau à Con, à l'époque, où tu le colonat partiel, où tu une majorité à l'État, on connaît ça, qui était occupé par les propriétaires fonciers, par les désignés. Si pas une occupation de terre à l'époque et tout ça, tu une réforme foncière. Et nous avons retrouvé nous aujourd'hui avec 90% des terres aux mains des paysans, des Guadeloupéens, des paysans qui, au niveau des collectivités. Non, nous ne pouvons pas trouver une situation, ou pas trouver une transformation sociale. Et c'est bien parce que les ouvriers et les paysans ont désobéi. Et qu'ils ont mené un certain nombre de combats qui fait que nous arrivons à un renversement de situation là et en justice qui rétablit vis-à-vis d'eux par rapport à problème à la terre. Et nous avons un patrimoine foncier qui doit normalement permettre nous, la population, de nous manger. Si nous étions simplement qu'à réclamer simplement l'argent plus sous ceci, là et pas poser les problèmes de fond, si on ne prend pas ça à bras le corps, eh bien, on va arriver en transformation sociale. Il faut ça pour désobéir. Mais il faut que, c'est comme tout butin, domino pas sous campangal, mais pas oui. C'est désobéissance, ça doit être mené à transformer en situation. Donc, le droit de désobéir, il peut exister, il faut prendre, là, on voit, on a subi l'injustice pour transformer le droit là, ça. C'est ça que je voulais dire à niveau là, ça. Et pour moi, c'est extrêmement important. Ce qu'Aurélie dit me fait penser à deux choses qu'un vieil homme comme moi peut dire ici. Karl Marx, il faut dire plus doucement peut-être. Non, vas-y. Il faut dire Karl Marx. Karl Marx, quand il dit que la dialectique, elle est scientifique. Elle est scientifique. C'est-à-dire que ce qui fait passer le révolté au révolutionnaire, c'est ça. Il y a une certaine science. Bon. Il faut leur donner un contenu, c'est une science. On n'est pas, parce qu'on est révolté, on n'est pas révolutionnaire. Bon. Et on est fâché, ça ne suffit pas. On est en colère, ça ne suffit pas. Bon. Mais je suis très intéressé de savoir qu'il dit une deuxième chose aussi, il dit que, et c'est ça dans le débat, je vais mettre ça dans le débat, il dit que la vraie démocratie, elle prend corps, elle prend forme qu'avec la disparition de l'État. Oui. Ça, c'est une idée que je vais mettre dans le débat, je vais réagir dessus. Oui. Alors, je reviens juste un petit peu en arrière. D'accord. Vous disiez, mais je remonte Oui, d'accord. Vous disiez, ce sont des ordres qui avaient dans l'ordre. Oui. Parce que ça est partie des mythologies guadeloupéennes. Très bien. Est-ce qu'elle est fondatrice, celle-là? Alors, non, c'est une dystopie. Ah, c'est intéressant. Une dystopie, c'est le contraire complètement d'une mythologie. Alors, et pourquoi c'est une dystopie? Pourquoi c'est dangereux de penser ça, même si quelque part, en termes de slogan incantatoire, ça peut faire du bien. Un des ordres amène un ordre si l'environnement ne change pas. Donc il n'y a pas de problème. Bon désordre, après on arrange les choses, puisqu'on est à paramètres constants. Depuis qu'on est rentré dans la modernité, on est rentré dans quelque chose qu'on appelle la fulgurance et l'accélération de tout. Du peuple, de la connaissance, des temps, des ceci, de cela. Ça veut dire que le temps que vous allez mettre pour faire un désordre, pendant ce temps-là, tout le monde évolue, tout le monde avance. Et vous allez essayer avec votre problème dans votre main. Parce que justement, c'est la confusion entre le débat et le combat. Ce qui est important, c'est le débat. Maintenant, si on n'arrive pas au débat et qu'on arrive au combat, il est clair que par rapport à ce combat, la légitimité de la force, la légitimité de la violence appartient à l'État. Et là, j'arrive à vous. Et donc l'État, c'est quoi son rôle? C'est justement d'assurer la pérennité du système qui lui sert déjà. Puisque la première finalité d'un système, c'est d'assurer sa propre continuation. Et donc là, on va rentrer un petit peu dans le corps des choses. La démocratie, c'est quoi? Sur quoi le système s'est basé? Un certain nombre d'idées très généreuses, puissantes, sur lesquelles on ne peut pas déroger. C'est l'idée de la séparation du pouvoir, donc législatif, judiciaire, exécutif, économique, etc., bien sûr. L'idée de la représentativité majoritaire, même si la majorité, on l'a dit, elle est représentative, plus rien du tout. L'idée de l'état de droit,
l'idée du pluralisme des partis, donc tout un certain nombre de paramètres qui garantit à ceux qui sont déjà là la royauté de leur posture, de leur position. Et donc par rapport à ça, on a quoi? On a donc un système qui va évoluer vers une contrainte de centralisation autour justement du système qui va se garantir, cette centralisation qui va être la seule parade contre la violence populaire qui, elle, peut être crédible et légitime compte tenu du fait que c'est le peuple qui vit les situations. Donc on arrive à quelque chose de complètement paradoxal, et c'est intéressant, avec d'un côté une opposition des gens de la proximité, puisqu'ils connaissent leur logique, donc la logique du pauvre, la logique du bien commun, par rapport à des gens qui défendent l'universalisme, le droit, le juste besoin, le juste ceci, la pensée, et donc la pensée unique. Mais c'est pas possible. Ça va cascade. Parce qu'à un moment donné, ces deux systèmes sont en opposition systémique et même systématique. Donc il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne au niveau d'un petit pays comme la Guadeloupe, c'est qu'il y a moyen chez nous de faire démocratie. Ça, c'est une belle question, Raphaël. Mais bien sûr. Attends, la Guadeloupe, c'est 400 000 personnes, 80 000 familles. On peut causer. Alors justement, essayons de faire une petite parenthèse sur la Guadeloupe elle-même. Comment on y arrive? Si c'est pas la peine de convoquer l'Ukrainette et Boisneuf, on y arrive comment alors? On y arrive comment à faire démocratie? Raymond. Alors, tout le débat, tout de l'élu. Oui, bien sûr, tout à fait. Oui, d'accord. Alors, si on regarde l'échiquier moi je dirais sur les 30, voire même les 40 dernières années de gestion des élus en Guadeloupe, pour rester sur le plan guadeloupéen, je suis plutôt déçu, voire particulièrement déçu de la manière dont la vie locale a été gérée par nos élus. On va prendre le chlordécone, on va prendre l'eau, on va prendre les sargasses de retour, les déchets. Les sargasses, c'est nouveau. Allez, on peut même mettre les sargasses à côté, on peut mettre le transport, l'organisation du transport urbain, et interurbain, passagers. On n'a pratiquement pas de résultats, voire échec sur tous ces gros problèmes. Dans le domaine agricole, on a vu par exemple la canne qui diminue constamment. On a vu la banane avec sa fragilité, les cyclones, les sécheresses. Là aussi, il y a quelques difficultés. Et heureusement qu'il y a eu le tourisme qui a quand même émergé. Donc, on voit qu'on a mal géré. Et quand je regarde, et là, pour faire juste une petite comparaison, on ne va pas regarder le côté politique de la chose, mais on regarde le côté économique et le côté social de la chose. Quand je regarde à Saint-Barthélemy, comment les choses ont évolué, dans un pays où il n'y a pas de banane, il n'y a pas de développement agricole, il n'y a pas de services, sinon des services privés basés sur le tourisme, et qu'on arrive... le président de la collectivité qui dit au président de la République française, alors que cette collectivité de la République française, après le cycle du mal, si vous voulez nous donner, vous nous donnez, mais on ne vous a rien demandé. Quel Guadeloupéen, élu Guadeloupéen qui peut dire ça? On va nous sortir qu'il y a un contexte différent. Effectivement, le contexte est différent. Ils ne produisent rien. Et on ne paie pas d'impôts. Donc, il y a certainement des petites choses à voir. Mais enfin, voilà un exemple qui est à côté de chez nous. Alors que Saint-Barthélemy était dans le giron de l'archipel Guadeloupe. Et ils arrivent à s'en sortir. Plutôt très bien. Donc, on a un exemple. Je ne dis pas qu'il faut tout copier, mais on a un exemple à côté de chez nous où ils sont arrivés à s'en sortir. Et je crois que dans cette affaire, il faut avoir les tripes accrochées dans son pays, dans son peuple. On n'a pas ça en Guadeloupe. Les gens sont là pour leur intérêt. Les gens sont là pour faire de coq à belle pose. Je suis un élu, je fais 6 ans de mandat. Et puis après, si vous me renouvelez, si vous voulez, vous ne me renouvelez pas. Je n'ai aucune responsabilité. Même si nous avons échoué sur toute la ligne, on a mis le pays dans le trou, la ville dans le trou. Et c'est là que je dis, il manque quelque chose de cette démocratie-là. Donc je ne peux pas, aujourd'hui, certainement il y a beaucoup de Guadeloupéens, même au-delà, qui nous regardent, faire confiance de donner le pouvoir aux élus guadeloupéens, parce qu'ils n'ont pas encore, pour moi, soit ils font semblant, ou soit ils ne veulent pas, mais ils ne donnent pas l'impression de personnes qui ont envie de faire émerger la Guadeloupe sur le plan social, économique,
et culturelle. Mais ils ne sont pas encore prêts. Nos Guadeloupéens ne sont pas encore prêts, ou alors qu'ils copient sur ceux qui ont réussi avant de leur donner ce pouvoir-là. Et je ne vois pas qu'est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire mieux. Ça va peut-être faire titre dans certaines oreilles. Qui peut faire mieux que ce que nous avons aujourd'hui? Et c'est pour ça que les choses ne changent pas. Pourquoi voulez-vous que je change alors que vous ne me proposez pas mieux? Non. Alors, attendez, je vais d'abord donner la parole à Jean Semo pour réagir là-dessus. Jean, est-ce que tu penses que c'est pour les élus qui sont en place, il faut les condamner définitivement? Est-ce que le mal est sans remède? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de possible? Est-ce que c'est possible chez nous? C'est la question de celle-là. Est-ce que c'est possible chez nous? Moi, je dirais d'abord, concernant les élus, je crois qu'il faut apprécier la question des élus à travers les générations d'élus. Oui, il y a une génération qui était à l'œuvre, qui a fait ce qu'elle a fait. Et nous récoltons actuellement avec le débat ambiant, avec dans les collectivités. Japoti, il n'a rien à voir dans ça. Il n'était pas élu quand on a pris ces décisions. Recruter du monde à vouloir. Et maintenant, on est embarrassé véritablement avec la force de travail qui revendique à tout bout de champ. Donc, mais c'était un système quand même. C'est un système, on a cautionné le système, mais nous, ce n'est pas, pour parler de l'État, ce n'est pas l'État qui a embauché dans les collectivités. Il a cautionné. Il a cautionné, mais vous savez, même quand la Chambre régionale, la Chambre régionale des comptes met des avis, eh bien, est-ce que les avis sont toujours vrais? Donc, il ne faut pas toujours critiquer, les gars. Il faut nous regarder, les gars. Il faut qu'on se regarde au fond des yeux. Alors, les élus, il y a des générations d'élus. Là, maintenant, on voit émerger, à petits pas, une nouvelle génération. Est-ce qu'elle aura la latitude, l'autorité, le moyen pour changer des choses en profondeur? Mais je préfère croire un instant, mais ce sera chose difficile. Tu parles, Jean, excuse-moi, tu parles de nouveaux élus existants ou de nouveaux élus à susciter? Ceux qui vont venir, qui vont venir progressivement, parce qu'il faut que ça change, n'est-ce pas? Il y a ceux qui font la résistance, on le voit, mais il y a une responsabilité dans ce que nous vivons, et personne autour de cette table-là ne peut nier ça. Il y a une réalité actuelle que nous vivons, la réalité de ce conflit-là. Les élus ont de la responsabilité de ça. N'est-ce pas? De sa génération, il y en a quelques-uns, on va voir. Et même, il faut que, là, nous aurons des élections très prochainement. Il va y en avoir après aussi. Oui, mais l'électeur, il faut d'abord, l'électeur, oui, mais il faut d'abord que l'élu, dans le pouvoir qu'il a de choisir les personnes recrutées, il faut qu'il aille la modération. Ça, je t'ai entendu. Alors ça, je termine une chose. Alors, je voudrais revenir très rapidement, je vais laisser la parole à les propos de Bouchamp, René. Et il a parlé des terres, etc. Ça, c'est un vrai combat. Tous ceux qui ont mené cette lutte en 1970, tu les connais. Il y a les grandes luttes, il y a Ouzan-Mounien, il y a eu dans les communes Cavaillon, il y a eu Chantebert, il y a eu de grands militants, on les a vus. On a fait la réforme foncière. La réforme foncière, on sait ce qu'elle a donné. Primauté à la canne, avec les cultures d'exportation, l'émergence de structures, de groupements, etc. Mais est-ce que ce système-là, c'est l'état dans lequel se trouve l'agriculture, est-ce qu'on n'a pas des critiques à formuler? Nous avons une agriculture actuellement en Guadeloupe qui bénéficie de subventions supranationales, l'Europe, qui bénéficie de subventions nationales, la France, qui bénéficie de subventions de proximité, département, région. Monsieur, regardez, moi je vois les choses. C'est un véritable scandale, on voit ça. Et si la Chambre régionale des comptes met son nez dans les dotations qui sont affectées à l'agriculture ici, il y aura beaucoup d'élus qui auront des comptes à rendre. Je vais vous dire ça. Regardez les structures qui chapeautent l'agriculture. Et on critique souvent. J'avais entendu de la gamme qu'il avait, une gamme une fois à la région. La gamme de la fédération. L'agriculture est trop fermée. C'est évident, nous, entre nous. C'est pourquoi il y a cette pauvreté intellectuelle là-dedans, qui ne produit pas d'idées, et nous voyons ce que ça donne maintenant. Je vois cette réalité. Quand vous venez là-dedans pour voir quelque chose, pour essayer de... C'est comme le spermatozoïde
qui entre dans l'ovule. On vous rejette. C'est ça. C'est ça la réalité. Excuse-moi, hein. Il y a ça. C'est ça la réalité. Nous on est passé. Juste une chose. Pour reprendre. Tu rigoles. Faut ramasser la pensée. Oui, pour reprendre. Tu disais, cette petite Guadeloupe. 400 000 habitants. Enfin, moins de 400 000 habitants. Oui, moins d'habitants que Grenoble et son agglomération. Rappelle-toi que beaucoup de jeunes Guadeloupéens ne viennent plus chez eux, ne retournent plus chez eux. Et ça, c'est dramatique pour la Guadeloupe. Hein. La Guadeloupe est trop pauvre pour sacrifier sa jeunesse. Mais c'est ce qui m'interpelle. C'est-à-dire que, oui, il faudrait que nous puissions réfléchir un peu à ce qui se passe. Je prends un exemple. Ronnie, je suis désolé. Hein. Je pique ton document. Un communiqué de presse de Guadeloupe Unie. Du grand parti GUSR. Oui. Je lis là sous les yeux parce qu'on en parlait à la pause de publicité. Je lis un certain nombre de choses. Voilà un exemple. Le GUSR affirme que, exemple, conscient du nombre de ses militants élus, du nombre de municipalités et communautés et de son implantation sur l'ensemble du territoire, il serait parfaitement légitime à conduire une liste aux élections régionales. C'est pas vrai? Dites-moi. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est pas moi, hein. Oui, mais est-ce que c'est vrai? Communiqué, hein. Est-ce que c'est Oui. vrai? Oui, d'accord. Oui. Donc, quel est le souci? Mon souci, c'est que on nous a fait, il y a de cela quelques années, demander de voter pour un complot, pour déloger Victorin Lurel, à l'inverse d'une adhésion. Aujourd'hui, on nous demande de supposer qu'il y aura un prochain complot contre l'actuel président de région et laisser le Guadeloupe Uni, ou Guy Losbar lui-même, se présenter. Alors, cette Guadeloupe-là, elle est confuse, elle est dangereuse, elle est attentatoire à l'adhésion. Le Guadeloupéen moyen, quand il lit ça, quand il voit ça, il ne comprend pas. Il y a des élus régionaux qui se sont entendus pour quelque chose. On supposerait, on penserait qu'aujourd'hui, ils pourraient continuer à travailler pour les Guadeloupéens autour d'une adhésion. Marius Panchard n'est pas de Guadeloupe Unie, mais elle adhère quand même autour d'une idée, d'un projet. Donc on peut comprendre cette adhésion, cette force qui arrive à agglomérer des partis ou des personnes qui sont d'obédience différentes. Ça, c'est très intéressant. C'est formateur et c'est bon pour la Guadeloupe. Mais quand je lis ça... Qu'est-ce qui manque? Hein? Qu'est-ce qui manque? Le projet. Au-delà du projet. Mais oui, il manque un projet, bien évidemment. Mais on est d'accord qu'il manque un projet. On est tout à fait d'accord. On est conscient qu'il manque un projet. Oui. Mais ça montre que justement, cette capacité que tu appelles de tes voeux, que tu souhaites que nous puissions discuter, il faut que les Guadeloupéens condamnent ça. Il faut nous arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ce que j'appelais de démagogie active. Il faut condamner ça. Hein? Ça, c'est inadmissible parce qu'on ne comprend plus rien. On a envie dans ce territoire-là, toutes les grosses problématiques. J'en parlais de la banane. Tout le monde sait que la banane bénéficie encore de préférences communautaires, de préférences nationales. Hein? On l'extirpe même du lot majeur de la banane dollar et on la préserve là-dessus. Mais jusqu'à quand? Nos terres, jusqu'à quand? La canne, de plus en plus, on ne fait plus la canne. Vous avez entendu à la Martinique que la Martinique va chercher de la canne, du sucre de canne, en Europe. Parce qu'on ne produit plus suffisamment de sucre à la Martinique. La Guadeloupe n'est pas en reste. De plus en plus, ce pays s'en va et exsangue. Je crois que la maturité de ce pays doit être appelée de ses voeux. Il faut absolument se concentrer sur nous-mêmes. Et pour cela, monsieur Italique, il faut absolument que nous sortons de l'identité législative. C'est ça. C'est un peu ce qu'a fait Saint-Barth, c'est ce qu'a fait la Martinique, c'est ce qu'a fait la Guyane. Comparaison n'est pas raison, mais des moments soyons un peu raisonnables. Une réponse politique statutaire. Oui. Une autre précision. Non, je voulais donner seulement la précision. Oui, dis-moi. Puisqu'on a parlé de Saint-Barth tout à l'heure, et à la limite, je dis, tiens, il devient indépendantiste. Mais c'est pas ça. Ça souverainiste. C'est que, oui, mais c'est pas ça. C'est que, non, mais je ne suis pas contre ce que tu as. Ce qu'il faut savoir, c'est que à Saint-Barth, il y a une volonté de se prendre en charge à un moment donné qui s'est affirmée. Et quand on disait, par exemple, que Saint-Barth était sous le truc de la Guadeloupe, etc., et il y a un bon moment que Saint-Barth ne dépendait pas de la Guadeloupe. Le SDIS à Saint-Barth est payé entièrement par Saint-Barth et la Guadeloupe. Si bien que quand Saint-Barth avait obtenu un statut hors de la Guadeloupe, il y a des gens qui ont dit, ouais, mais il faut y avoir nous l'argent. Et les Saint-Barth ont dit, mais nous pas besoin de l'argent aux autres.
Parce qu'ils ont construit quelque chose. Ils l'ont construit à partir de ce qu'ils avaient comme point fort chez eux. C'était... alors, c'est pas seulement le tourisme, hein, c'est tout ce qu'il y avait à l'environnement et une certaine forme de tourisme basée surtout sur le fait qu'ils avaient ils avaient une rade qu'ils avaient aménagée, etc. C'est ça qui fait toute leur richesse et d'autres choses qui sont. Deuxièmement, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Saint-Barth, très rapidement, ils ont contrôlé leur population. Ça, les gens ne le disent pas, mais il faut le dire. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à Saint-Barth, n'importe qui ne vient pas, ne débarque pas à Saint-Barth avec un billet aller. Il faut qu'il y ait le billet autour. Il faut qu'il y ait les liaisons. Pourtant, nous sommes, comme tu as dit tout à l'heure, nous avons une sorte d'habitants français et tout. Mais ils ont imposé un certain nombre d'habitants. Deuxièmement, et puisque nous avons parlé d'obéir et tout ça, ils ont pensé Saint-Barth. La preuve, c'est qu'à un moment donné, rester en tant que RUP, ça n'a pas été du tout intéressant pour eux. Et ils ont expliqué ça, que ça n'a pas été intéressant pour eux, pour qui d'avoir niveau de vie à eux, qu'ils n'ont pas bénéficié. Ils ont mis pays associés, ils ont passé à PTO. C'est-à-dire qu'ils ont pensé non seulement au développement, mais ils ont pensé sur qui les responsabilités qu'il faut prendre pour qu'ils assumer pleinement responsabilité à eux et des pouvoirs de décision à eux. Et à part pour qu'ils ont posé problème à l'ARS actuellement, etc. etc. Ça veut dire qu'il y a une démarche responsable vis-à-vis de la population là, maîtrisée et contrôlée. Ça qu'a manqué nous, ici, certainement, c'est ni, si vous voulez, en forme d'unité par rapport à ce que nous voulons faire, avec pays là. Donc, mais effectivement, c'est puisque nous pas dans la même situation qui se bat, nous avons construit responsabilité là, ça, à faire Guadeloupe ensemble pour permettre nous vivons en certain nombre. Vous parlez tout à l'heure de et de problème là, c'était d'abord problème à la terre qui était posé. Pas nécessairement pour un Macon. Par la suite, ça permet d'ailleurs qu'il y ait une conception qui développe petit à petit. Ces conceptions en agriculture paysanne, qui pas basée qui en lait la canne, qui sont agriculture diversifiée, etc. Bon, en lait la canne, en lait la banane, ça qui n'y aura été produit d'exportation tout seul, parce qu'il y aura toujours été dans la même visée coloniale qui était née avant. Par contre, ça ne va pas condamner ni la canne, ni la banane, parce qu'elles ont leur capacité de travail sous-produits à la canne, des produits dérivés à la canne et à la banane, aussi bien pour l'alimentation bétail, pour etc. Qui quand fait nous d'autres perspectives. Hein. C'est donc possible, c'est ça que je veux dire, c'est donc possible. Raphaël, le mot de la fin sur cette possibilité. Je crois que le mot de la fin, mais la petite fin. Ok, petite fin. Alors, pas la désespérance. D'accord, ok. Bon, mais pas un espoir fou non plus. Je crois qu'il y a, franchement, un business. Okay. Ça veut dire quoi? Analyse des contreparties et analyse des aliénations consenties. Quel prix on est prêt à payer pour quelle chose? Et à partir de là, c'est un petit peu ce que tu disais, René, calcul de l'interdépendance. Je me construis vertical par rapport à d'autres personnes en verticalité aussi. Et on fait chez moi. Donc la co-construction. Ce sur quoi je vais revenir tout à l'heure après là. Le coût de ça, parce que là, le coût est essentiel. C'est le dialogue. C'est fini? C'est terminé. Le dernier mot. Deux mots. Le coût de ça, c'est le coût du dialogue. Okay. Et ça, par contre, il faudra qu'on en parle un jour en Guadeloupe. Le dialogue est-il possible? Je ne sais pas. En tout cas, trois remarques. Quel est le statut de la parole en Guadeloupe? La parole, elle est dilatoire, cause toujours mon lapin, en attendant, et elle est déclarative. Je parle, mais je ne fais rien. Deuxième chose, quels sont les statuts de la personne qui parle? Le statut de la personne dépend de son statut social, de son statut machin. Voilà. Ça veut dire qu'un tel est plus important qu'il d'autre, ce qui est gravissime dans certaines paroles. Et troisième chose, la nature même de la parole chez nous. Ça veut dire que chez nous, la représentation est plus forte que le contenu. Quand je parle, on voit des images. On voit les choses. Et ça, on va revenir sur ça. C'est grave, parce que c'est plus la dimension sociopolitique, c'est la dimension socioculturelle de la communication, ce qui veut dire en finale que communiquer chez nous, ça veut dire peut-être mettre en commun, mais ça veut dire aussi niquer. Sur ce mot interpellatif, nous allons nous arrêter et arrêter les frais. Merci beaucoup, Guadeloupéens, de nous avoir suivis. Que ce débat se poursuive dans l'intérêt du pays. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. C'est communiqué. T'as été trouvé.